Et merci beaucoup Elisabeth Borne d'inaugurer cette année avec nous sur LCI. Vous êtes évidemment une actrice majeure de ce conflit qui dure maintenant. On l'a beaucoup dit ce matin sur LCI parce que c'est factuel. C'est le conflit social à la SNCF, le plus long depuis mai 68. Vous assumez de faire subir ça, en particulier aux Franciliens, Elisabeth Borne? Écoutez, c'est évidemment pas le choix du gouvernement. Et je pense qu'une grève qui dure, c'est une bonne solution pour personne. C'est évidemment très pénalisant pour tous les usagers qui ont besoin des trains pour se déplacer tous les jours ou des services de la RATP. Puis c'est aussi très pénalisant pour les grévistes qui perdent de l'argent. Donc moi, j'espère qu'on trouvera rapidement une issue à ce conflit. Ouais. Il n'empêche, vous ne vous sentez pas responsable ? Vous ne vous sentez pas responsable de cette situation qui dure par une forme d'inflexibilité qu'Emmanuel Macron a semblé encore confirmer. En tout cas, c'est comme ça que l'ensemble des syndicats l'ont reçu dans ses vœux. Ce que le gouvernement a dit dès le départ, c'est que, évidemment, on est déterminé à faire cette réforme des retraites parce qu'on a besoin de faire évoluer le système qui, aujourd'hui, est très injuste, qui laisse beaucoup de Français partir à la retraite avec quelques centaines d'euros, qui oblige beaucoup de Français aussi, surtout des femmes, à attendre 67 ans pour liquider leur pension, notamment quand elles ont eu des interruptions de carrière. Donc il y a besoin de bâtir un nouveau système qui donne aussi confiance aux jeunes dans le système de retraite. Et la plupart des jeunes aujourd'hui ne font plus confiance. Donc il y a besoin de mener cette réforme. Ensuite, il y a eu beaucoup de concertations. On va y revenir. On a pris en compte des spécificités à la RATP, à la SNCF. Le 19 décembre, il y a même un syndicat, l'UNSA Ferroviaire, qui a acté qu'il y avait eu des avancées notables. Et donc moi, j'invite chacun à prendre connaissance de ces avancées. On va y venir parce que c'est vrai que le président a voulu, en tout cas, souhaite un compromis rapide. Mais d'abord, Comment ça va se passer dans les transports? Madame la ministre, ce week-end de retour et pour la rentrée scolaire, est-ce que vous êtes en mesure, ce matin, de promettre des améliorations sensibles pour les retours et lundi, qui, c'est vrai, coïncide avec la rentrée pour beaucoup? Ce qu'on peut dire, c'est que ce week-end, il y aura, à partir d'aujourd'hui et tout le week-end, 2 TGV sur 3 qui circuleront. Et c'est évidemment mieux que le week-end précédent et mieux que le week-end de grand départ. Et du reste, il y a encore des places disponibles. C'était le cas le week-end dernier également. Il y a des places qui n'ont pas été vendues. Donc les Français qui ont besoin de rentrer de vacances peuvent utiliser ces places qui sont disponibles dans les trains avec un service qui est quasiment normal, par exemple entre Lyon et Paris ou Marseille et Paris. Donc je pense qu'on a aujourd'hui, on peut dire aux Français qu'ils peuvent prendre le train pour rentrer de leur congé. Et on a aussi une amélioration à la RATP. Vous savez qu'on a à peu près les 3/4 des bus qui circulent, un service normal sur le tramway. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'une ligne de métro, une petite ligne, la ligne 7 bis, qui est totalement arrêtée. Les autres fonctionnent partiellement. Et pour, encore une fois, la reprise du travail pour beaucoup de salariés lundi, ils dépendent souvent des TER. Comment ça va se passer? Écoutez, aujourd'hui, on est à peu près 1 TER sur 2 en moyenne. Moi, j'espère évidemment que le travail va reprendre parce qu'il y a eu des avancées. Vous savez, peut-être que tous les agents n'ont pas eu l'occasion de prendre connaissance des avancées, mais on avait dit dès le départ que moi, je suis très consciente de l'attachement des agents de la SNCF et de la RATP à leur système de retraite. C'est pour ça qu'il y a une transition longue qui est prévue. Le nouveau système ne s'applique pas à ceux qui sont à moins de 17 ans du départ à la retraite. Et des garanties très fortes ont été données sur le maintien des droits acquis, donc sur le calcul de la pension pour ceux qui basculeront dans le système universel. Si je vous entends, ce que vous leur dites ce matin aux salariés de la RATP et de la SNCF, c'est qu'il n'y a plus de raison de faire grève? Ce que je leur dis, c'est que les garanties fortes ont été données et que j'invite chacun à prendre connaissance de ces garanties. Et que donc, il n'y a plus de raison de faire grève et que cette grève, elle est Je peux vous donner un exemple. Injustifiée. Vous savez, sur les RER à la RATP, il doit y avoir 900 conducteurs. Il n'y en a que 19 qui sont concernés par la réforme des retraites. Attendez, répétez. Je dis que sur le RER de la RATP, il doit y avoir 900 conducteurs. Il n'y en a que 19 qui sont concernés par la réforme des retraites. Donc à tous ceux qui ne sont pas concernés par cette réforme, qui garderont leur système de retraite parce qu'ils sont à moins de 17 ans
de la retraite, je le dis, qu'il faut aussi prendre en compte le besoin des franciliens qui ont besoin de se déplacer. Donc vous dites c'est injustifié, reprenez le travail. Je dis regardez ce qu'on des a avancées fait. importantes Il n'y en a que 19. ont été faites Oui. et chacun doit en prendre connaissance et j'espère que ça permettra de reprendre le travail effectivement, de prendre en compte les besoins, les attentes de tous les Français, de tous les franciliens qui ont besoin de se déplacer. Donc soyez non pas solidaires avec les autres, mais soyez solidaires avec les Français qui subissent la grève. Je pense que c'est important. Évidemment, il y a un droit de grève dans notre pays, il y a aussi un droit à se déplacer, il faut le prendre en compte. Ça suffit ? Ça suffit cette grève ? Vous savez, pour tous les franciliens qui galèrent, pour tous les Français qui galèrent, pour ceux dont les départs en congé ou les retours sont compliqués, je pense qu'ils peuvent attendre des agents qui ont eu des garanties fortes que le travail puisse reprendre et qu'on puisse revenir à une situation normale. Ouais. Donc d'une certaine façon, vous nous dites ce matin, ça suffit. Regardez, on a fait beaucoup de pas vers vous. C'est bien ce que je dis. On a fait des avancées très importantes, des garanties fortes sont données. Alors, Emmanuel Macron, malgré ces avancées, il a dit qu'il faut un compromis rapide, donc il en veut encore plus des avancées. Il a demandé ça à ses vœux, c'est-à-dire... Vous savez, on vient de parler de la SNCF et de la RATP, il y a tous les autres Français qui ne sont pas dans ces régimes de retraite. Il y a des discussions qui sont menées depuis plusieurs mois avec les organisations syndicales. Et un certain nombre de sujets ont été définis par le Premier ministre avant Noël, sur lesquels il est encore possible d'améliorer la réforme. Moi, je pense à la pénibilité, à la fin de carrière pour ceux qui, effectivement, peuvent avoir des métiers effectivement pénibles. Alors, donc, il y a tout un champ de discussion qui a été présenté par le Premier ministre et sur lequel il y a des compromis qui sont possibles. Alors, rapide. Compromis rapide. Un mot d'abord sur ce temps-là. C'est quoi l'objectif ? La semaine prochaine ? Les discussions, elles démarrent le 7, comme le Premier ministre l'avait indiqué, et il y a un calendrier de travail très consistant qui a été présenté. Vous savez que le projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres à la fin du mois. Donc je pense important que ces discussions, elles puissent déboucher rapidement, effectivement. Mais rapidement, c'est quoi ? Vous dites à partir du 7. D'abord, est-ce qu'il y en a en ce moment ? Parce qu'on sait bien que dans les coulisses, avant les grandes réunions, la réception, le 7, Édouard Philippe va recevoir les syndicats. Bon, est-ce qu'en ce moment même, les discussions continuent en coulisses ? Les organisations syndicales qui défendent cette retraite, ce système universel par points, je pense par exemple à la CFDT, n'avaient pas souhaité que les discussions se poursuivent pendant les vacances, pour ne pas donner l'impression qu'on négociait pendant que les Français étaient partis en vacances. Évidemment, j'imagine qu'il y a des contacts qui se sont poursuivis et donc ces discussions, elles vont reprendre officiellement à partir de la semaine prochaine. Et donc, vous dites que ça reprend à partir de mardi. Un compromis rapide, l'objectif, c'est finalement la présentation du texte en Conseil des ministres la semaine du 20. Je pense pas avant. C'est ça la borne qu'on peut imaginer. C'est évidemment un moment important, cette présentation en Conseil des ministres, même si, comme tout projet de loi, il y aura ensuite des discussions qui interviendront au Parlement et donc des possibilités d'amélioration du texte. Mais en tout cas, je pense que les Français ne comprendraient pas qu'on prenne tout notre temps, alors qu'on voit que ce sujet peut susciter des inquiétudes et que plus on peut aller vers l'apaisement, et mieux ce sera pour tout le monde. Donc le plus vite possible, avec cet horizon du Conseil des ministres, la semaine du 20, vous pensez compromis rapide, c'est l'objectif qu'avait en tête le président ? Je pense que c'est bien ce qu'il a en tête, ce que le Premier ministre a également en tête. Il a marqué une forme d'impatience, le président, en disant cela. Je pense qu'il répond à tous ceux qui accusent le gouvernement de vouloir jouer le pourrissement. Au contraire, le gouvernement est à l'action pour discuter avec les organisations syndicales qui sont prêtes à le faire. Vous savez que ce n'est pas toutes les organisations syndicales, mais en tout cas pour mener ces discussions et trouver des compromis. Je pense que c'est bien ça le sens du dialogue social, de trouver des compromis avec tous ceux qui sont prêts à discuter. Mais quand le président dit « je demande au gouvernement de trouver un compromis rapide », presque textuellement, je crois, ça a pu être entendu aussi comme une forme d'injonction qui était faite au Premier ministre. Je pense qu'on est exactement dans le fonctionnement de la Ve République. Vous savez, le président de la République a voulu redonner le sens de la réforme. C'est une réforme de justice et de progrès social, dans lequel, je le redis, il s'agit d'apporter des réponses à tous ceux qui sont un peu abandonnés par le système actuel. Donc le président donne le sens de la réforme et conformément aux institutions de la Ve République, c'est le gouvernement qui conduit ces réformes. Donc c'est le capitaine qui donne les ordres à l'équipage.
Mais c'est le rôle du président de la République de donner le cap et c'est le rôle du gouvernement de mettre en œuvre les réformes qui ont été présentées par le président de la République. Plaider l'apaisement, comme voulait le faire le président dans ses vœux, c'est pas un peu court quand le gouvernement dit non à toute demande de retrait du texte? Il n'y a pas une forme de contradiction? Oui, mais je on pense veut apaiser, mais non, on ne retirera pas le texte. Je pense que le président de la République a clairement redit que cette réforme, elle doit aller jusqu'au bout parce qu'elle répond à des inégalités, qu'elle redonne confiance dans le système de retraite. L'apaisement, c'est peut-être de se respecter chacun. Vous voyez, on peut avoir des désaccords, on peut effectivement permettre d'exercer son droit de grève. Il faut aussi penser au droit de se déplacer et il faut aussi penser au droit des non-grévistes d'aller travailler. Donc je pense que tout ça doit se faire dans le respect mutuel et c'est bien ce à quoi a appelé le président de la République. Mais le compromis, Elisabeth Borne, comme son nom l'indique, par définition, on l'a déjà dit ici, ça sous-entend que chaque parti fasse un pas vers l'autre. Mais vous savez, beaucoup d'organismes... Quel pas supplémentaire êtes-vous prêt à faire au gouvernement, notamment sur l'âge pivot? Le Premier ministre a indiqué qu'il présenterait la semaine prochaine une méthode de travail sur ce sujet. Encore ? Une méthode de travail sur ce sujet, parce qu'il y a un point qui est clair, c'est que les Français ne comprendraient pas qu'on leur dise on vous propose un nouveau système de retraite, mais on ne se préoccupe pas de savoir s'il est à l'équilibre. Pas se préoccuper de savoir s'il est à l'équilibre, ça veut dire renvoyer la charge sur nos enfants, ou bien avoir à faire des nouvelles réformes qui remettraient en cause ce qu'on vient d'annoncer. Donc, le système doit être à l'équilibre. Maintenant, on est tout à fait ouvert à des propositions des organisations syndicales. Moi, je vous le dis, en particulier l'UNSA ou la CFDT, qui défendent ce nouveau système de retraite. Qui ne veut pas de l'âge pivot. Eh bien, écoutez, on attend des propositions et le Premier ministre présentera une méthode pour travailler sur ce sujet la semaine prochaine. Alors, il y a une piste dont parlait le CI depuis hier. Selon nos informations, le gouvernement serait prêt à étudier la possibilité d'individualiser d'une certaine façon, de rendre moins uniforme, moins automatique, moins systématique le passage à l'âge pivot. L'âge pivot, on le rappelle, c'est 64 ans avec un malus devant et un bonus derrière. Bref, ne pas traiter tout le monde de la même manière. Est-ce que ça, c'est une piste que le gouvernement est prêt à retenir ? Vous savez, quand vous avez des carrières longues, par exemple, quand vous avez commencé à travailler avant 20 ans, déjà, vous avez un âge de départ qui est différent. Sur également la pénibilité, elle doit être prise en compte. Ensuite, moi, je ne vais pas faire la négociation à la place des organisations syndicales. Est-ce que c'est une piste intéressante ? Je pense que la seule préoccupation du gouvernement, c'est qu'on puisse garantir aux Français qu'on a un système à l'équilibre. Et s'il peut y avoir d'autres façons d'y parvenir, le Premier ministre a bien dit qu'on y était ouvert. Est-ce que c'est une piste intéressante ? Si on peut trouver une réponse mieux adaptée à la situation de chacun, pourquoi pas ? Moi, je veux pas. Est-ce que tout est sur la table de ce point de vue-là ? On peut le dire. Ah, mais tout est sur la table. À part sur la suppression pure et simple de l'âge pivot ? Enfin, on peut avoir d'autres façons d'arriver à l'équilibre du système de retraite. Et là, on est ouvert à d'autres propositions des organisations syndicales. Pardon. Je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas la CFDT. Je ne vais pas vous faire les propositions à la place de la CFDT. Alors, pardon, parce que je n'ai pas tout compris. Pardon. Est-ce que la suppression de l'âge pivot que demande la CFDT est aussi sur la table ? Je redis, le Premier ministre a clairement indiqué que notre préoccupation, c'est que le système soit à l'équilibre. Donc une alternative est possible. Et que par ailleurs, il ne s'agissait pas de baisser les pensions et qu'il ne s'agissait pas d'augmenter les cotisations. Ensuite, toute autre modalité, le Premier ministre a déjà dit qu'on est tout à fait ouvert à toute modalité qui permet d'atteindre cet objectif. Il est important aujourd'hui d'assouplir la position pour trouver une sortie de crise. Votre but, c'est la sortie de crise. Le but, c'est de trouver un compromis dans lequel on travaille avec ceux qui sont favorables au système universel par points qui a été présenté et qui souhaitent des améliorations. Il faut que les discussions se poursuivent pour qu'on trouve un compromis avec ces organisations syndicales. Avec quels syndicats ? Vous venez de le dire, avec ceux qui sont favorables au système à points, donc la CFDT ou la CFTC. Vous avez des nouvelles de Laurent Berger ? Pas personnellement, non, pas personnellement. Non, parce qu'il a été pour l'instant extrêmement sobre. Donc on attend de voir quelle est sa réaction et ce qu'il est prêt effectivement, lui, à discuter. Philippe Martinez,
viendra à Matignon, il l'a dit le 7. Mais bon, pas de politique de la chaise vide, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le message d'Emmanuel Macron ne l'a pas impressionné, on l'écoute. Un président qui a fait de l'autosatisfaction, aucune autocritique, qui nous a répété que sa réforme était bonne, que le pays allait bien. Il ne doit pas être au courant qu'il y a des manifestations, des grèves, depuis plusieurs mois d'ailleurs. Et donc, c'est du Macron traditionnel. C'est j'ai raison, et ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, c'est des imbéciles. L'arrogance d'Emmanuel Macron, critiquée par le patron de la CGT. Oui, moi je pense que Philippe Martinez peut balayer d'un revers de main toutes les discussions qui ont eu lieu, tous les champs qui sont encore ouverts, que ce soit, je dis, sur les carrières des seniors, sur la pénibilité, sur les modalités d'équilibre du système, sur les transitions. Bon, moi, c'est la posture qu'il peut avoir depuis le départ. De toute façon, il est contre... Il veut le retrait du texte. Voilà, écoutez, c'est simple, donc c'est plus difficile de discuter. On peut trouver un compromis avec la CGT qui demande le retrait du texte. Mais je pense que c'est pas leur objectif. Puisqu'ils contestent le principe même de la réforme qui est proposée. Donc la discussion avec la CGT, on va être clair, la discussion avec la CGT, la recherche du compromis avec la CGT n'est pas possible à ce stade. On peut espérer qu'ils s'intéressent à des sujets comme la pénibilité, comme les carrières des seniors. Donc peut-être que, même s'ils sont contre le système, ils peuvent participer aux discussions sur des sujets qui sont importants pour les Français. Mais le compromis qui permettra de sortir... Un point d'accord avec la CGT, je pense que ça n'est pas ce qu'ils recherchent. Ça n'est pas ce qu'ils recherchent, ça n'est pas ce que donc vous espérez trouver avec Philippe Martinez, qui appelle par ailleurs au blocage de toutes les raffineries en France entre le 7 et le 10 janvier. Il y en a 7 en métropole, une 8e outre-mer. Il juge que bloquer les Français, enfin en tout cas les empêcher de trouver de l'essence, c'est pas plus grave que de faire grève à l'école. Quand on fait grève, oui, il y a des conséquences effectivement pour les Français. Alors, je voudrais rappeler qu'il y a un droit de grève qui est garanti par la Constitution. Il n'y a pas de droit au blocage dans notre pays. Et je pense que ces annonces, elles sont faites pour faire paniquer les Français, c'est bien clair, pour qu'ils se précipitent dans les stations-service, ce qui ensuite peut effectivement causer des ruptures sur un certain nombre de produits de carburant. Moi, je le redis, je suis très confiante. Nos raffineries fonctionnent aujourd'hui. 6 sur 7 expédient leurs produits. Et de toute façon, l'approvisionnement des stations-service se fait à partir de 200 dépôts. Donc il n'y a aucun problème d'approvisionnement des stations-service. Il n'y en a pas aujourd'hui et il n'y en aura pas demain. Parce que les dépôts ont suffisamment de stock pour fournir les Français pendant combien de temps ? Parce que nous avons des stocks pour fournir les Français pendant 3 mois. Mais si les raffineries sont bloquées à la sortie et ne peuvent pas livrer les dépôts ? Les dépôts sont approvisionnés. Il y a des stocks à la fois de produits bruts et d'essence, de diesel. Donc il y a tout ce qu'il faut pour approvisionner normalement les stations-service. Donc vous dites aux Français ce matin sur LCI, pas de panique. Je ne dis pas de panique. Précipitez pas dans les stations. C'est comme ça que vous La seule chose qui peut créer des difficultés, c'est s'il y a des pleins de précautions. Mais donc voilà, il n'y a pas de souci. Les stations-service seront approvisionnées normalement. Et donc la CGT n'a pas de raison de crier... Écoutez, la CGT fait de la communication. Moi, je redis aux Français, les stations-service seront approvisionnées. 2 petites questions pour finir, Elisabeth Borne. Vous avez été épinglée pour votre visite, votre déplacement pendant Noël, en particulier à Marrakech. Vous êtes justifiée quand vous êtes rentrée. Qu'est-ce que ça dit, maintenant avec le recul ? Ça veut dire quoi sur la fonction de ministre ? Ça veut dire quoi dans le fond ? Écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas commenté les polémiques. Je suis au travail, vous savez, chaque jour de l'année. J'étais sur le pont le week-end des grands départs où il y avait en plus des tempêtes. J'étais sur le pont pour réunir tous ceux qui participent, qui garantissent l'approvisionnement de nos stations-service. Et chaque jour de l'année, et où que je sois, moi je suis à ma tâche totalement mobilisée en lien avec mes équipes. Je ne veux pas faire de commentaires, vous savez, je ne vais pas me plaindre de ma situation. Je pense qu'il y a des Français qui ont beaucoup plus de difficultés. Voilà, je pense que c'est des polémiques un peu gratuites qui n'apportent rien. Je ne suis pas persuadée que les Français se passionnent sur la façon dont j'ai passé Noël avec mes proches. Jean-François Cirelli, patron de Black Rock France, premier gestionnaire d'actifs en France. Il a été fait officier de la Légion d'honneur à l'occasion de la promotion du Nouvel An, au moment où la CGT et Jean-Luc Mélenchon soupçonnent précisément BlackRock de pouvoir être le grand bénéficiaire de cette réforme des retraites. Franchement, est-ce que la coïncidence est heureuse ?
savez, Jean-François Cirelli, il a été le patron de GDF. C'est un fonds d'investissement qui soutient le développement d'infrastructures en France. Alors ensuite, on peut faire toutes sortes de raccourcis, là encore, des présentations caricaturales. Mais voilà, je pense qu'il faut revenir au fait que c'est quelqu'un qui a eu une carrière, je vous dis, chez GDF. Donc il est récompensé pour sa carrière. Est-ce que c'est du complotisme ? Quand la CGT et Jean-Luc Mélenchon répètent depuis effectivement plusieurs jours que c'est la fin de la retraite par répartition et qu'on est en train de dresser la patte des désinformation, c'est de la manipulation, c'est dire le contraire de ce qu'on veut faire, qui est de garantir notre régime de retraite par répartition. Donc c'est du complotisme. Écoutez, moi je ne veux pas qualifier, je pense qu'en tout cas c'est de la désinformation, voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup Elisabeth Borne d'avoir été ce matin sur LCI.